Vous écoutez Duo de Plume. Vous écoutez le podcast Duo de Plume. Je suis Catherine. Et je suis Cyril. Alors aujourd'hui, c'est un épisode particulier et qui nous fait très plaisir. Alors les autres aussi. Mais alors non seulement nous avons une invitée que nous sommes ravis de rencontrer, et en plus c'est un épisode délocalisé. Oui, ce qui est assez rare. On l'a fait à Alterfiction, sauf erreur. Pour l'instant, on l'a fait qu'une fois. Ouais. Et c'est vrai que ça faisait particulièrement sens de venir dans ce lieu. Alors, où sommes-nous, Cyril ? Je vais probablement l'écorcher. Abigail, tu me corriges. On est à la Melle, à Montaix, en Suisse. Donc la Melle, c'est la maison des écrivains et... Non. Des écrivaines, des écrivains et des littératures. Et pourtant, on avait répété. Des écrivaines, des écrivains et des littératures. La C'est Melle. très long comme titre, donc Ouais. Vous avez une bonne excuse. Et donc, cette maison a été fondée, on peut dire ça ? C'est toi qui tu es là. On est un collectif, donc je fais partie des gens qui l'ont fondée, mais effectivement, elle existe depuis 2 ans maintenant. Et donc, c'est toi, Abigail Serran, qui nous reçoit dans ce magnifique lieu du château de Montaix, parce que donc il y a un château à Montaix, il faut le dire, puisqu'apparemment c'est pas très connu. Effectivement, c'est assez peu connu. on est un peu sur les hauteurs. Et puis, par des petites ruelles, il faut le mériter, comme tu disais tout à l'heure. Exactement. Et puis, pour venir jusqu'à nous, il y a un escalier qui est assez tortueux et avec des grandes marches, très vieux. Donc, c'est beaucoup de mens cachets. sana in corpore sano, c'est-à-dire qu'on va faire de la littérature, mais d'abord on fait un peu de sport pour arriver jusqu'à nous. Bon, mais il n'y a pas 300 marches non plus. Non, c'est pas très méchant. Non, c'est vraiment raisonnable. Et d'ailleurs, on mettra les photos Oui. sur notre site et puis sur Je vais essayer de les insérer sur un petit peu partout, ou faire un montage sur YouTube pour voir les lieux qui sont vraiment très beaux. Donc, merci beaucoup de nous accueillir, Abigail. Avec joie. Alors, pour commencer, est-ce qu'on pourrait te demander de te présenter, s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Abigail Serran, je suis une jeune quinquagénaire, j'ai grandi, et je suis née et j'ai grandi ici à Montaix. Je suis partie pendant presque 25 ans. J'ai habité Fribourg, j'ai habité le canton de Vaud, j'ai habité en Irlande, j'ai habité en Angleterre. Et il y a 8 ans, à la faveur d'un événement familial, nous sommes revenus nous installer à Montaix, ville dans laquelle je me suis investie pour différents projets, dont la Melle, dont on va parler aujourd'hui. Je suis écrivaine depuis une 12aine d'années. J'ai été juriste auparavant. J'ai longtemps travaillé en parallèle au niveau juridique et puis au niveau écriture. Et j'ai écrit un certain nombre de romans, des chroniques. J'ai écrit une pièce de théâtre pour des jeunes. Et puis j'ai initié un projet qui s'appelle Décrire ma ville. Et dans ma carrière de juriste, j'ai fait toutes sortes de choses. J'ai travaillé dans des milieux syndicaux, bancaires, comme indépendante. Donc voilà, je crois que je fais des tas de choses différentes et j'aime bien que ça bouge et que ça change. Donc vivement le prochain projet. Là, tu n'as plus du tout d'activité de juriste. Je n'ai plus d'activité pour la de Melle, juriste. peut-être. Alors, Ton expérience doit servir. voilà, Mais... c'est ça. La direction de la Melle que j'ai maintenant depuis 2 ans. Donc j'ai porté le projet pendant à peu près une année, le temps qu'il se mette en place. Et puis la direction de la Melle que j'ai depuis 2 ans, c'est clair que mes activités d'entrepreneur et de juriste sont utiles, mais je ne pratique plus depuis maintenant 2 ans et demi comme juriste. Donc j'ai laissé les bouquins de droit et puis je suis plus dans la culture maintenant. Et avec joie ou avec un peu de regret ? Non, avec joie. D'abord, j'ai pas tellement pour habitude de regretter ce que j'ai arrêté. Je trouve que c'est bien de regarder devant. Et puis, c'est vrai que l'avantage, c'est que le droit, on peut toujours y revenir. Si un jour je souhaite ou si la vie m'oblige à le faire, je pense que c'est une bonne leçon de vie, le droit, parce que c'est très carré. Voilà, il faut être dans une certaine logique. J'ai rencontré énormément de clients dans ma vie. Je pense qu'on parlera de la Melle et de son côté service. C'est quelque chose que ma carrière de juriste m'a apporté. Mais non, pas de regret de plus d'avoir posé les bouquins de droit. De temps en temps, je donne un conseil ou deux, donc je replonge un peu juste pour savoir que je peux encore le faire. Oui, mais je pense qu'effectivement, comme tu dis, ça ne s'oublie pas. Et puis, tu restes quand même... mais ce sont certainement des compétences qui doivent
t'aider ici aussi. Oui, parce que c'est vrai que quand on a une association comme la MEL, il y a un certain nombre de tâches, on a des contrats de travail à faire, on a des contacts avec les institutions, et ça, je dirais que c'est vrai que c'est toujours utile. Enfin, le bagage professionnel que j'ai pu avoir auparavant, il a été utile. Le fait d'avoir été indépendante, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile, quand on est déjà passé par là, de savoir ce qu'il y a à faire, voilà, tout ce qui est prévoyance, tout ce qui est rejet du commerce, etc. C'est vrai que c'est quelque chose c'est plus simple quand on le découvre pas, quand on monte un projet comme celui-là. C'est sûr. C'est clair. Ces deux carrières, elles étaient concomitantes, finalement, puisque tu écris depuis un certain nombre d'années. Est-ce que c'est des choses qui t'ont servi dans ton écriture, à proprement parler, ces compétences de juriste ou ces expériences que tu avais ? Alors oui, pour certaines parties de mon métier, j'ai longtemps fait beaucoup de successions. Et les successions, c'est bien sûr des compétences juridiques, mais c'est une dimension humaine extrêmement forte. Comme la médecine, on est vraiment au contact et au cœur de l'humain, d'un des moments de vie les plus forts, puisque c'est la mort pour la personne qui va partir, mais aussi pour ceux qui restent. Et je pense que ces histoires de vie, parce que j'ai été confrontée souvent à des histoires de vie, dans les conseils ou dans les accompagnements que j'ai pu faire, elles ont certainement nourri peut-être mes personnages après, dans leur réaction, dans ce qu'ils pouvaient vivre, dans la manière dont ils interagissaient les uns avec les autres. Donc souvent on me dit, mais en fait le droit, l'écriture, c'est super loin. J'ai probablement touché plutôt à des domaines du droit qui ont fait qu'il y a eu une certaine proximité, le droit de la famille, le droit des successions, un peu de droit du travail, mais dans un syndicat. Donc là aussi, on est quand même au cœur d'une certaine société, d'une certaine population. Et je pense que ça a nourri l'écriture. Ces rencontres-là, ces confrontations-là ont nourri probablement l'écriture pour après. Donc ça nous rejoint un petit peu en fait dans nos expériences professionnelles passées. C'est l'humain qui ressort finalement. Et on a de la chance, toi et moi en médecine, toi par ton métier aussi, d'avoir été témoins en tout cas de moments en termes d'émotions qui sont parfois forts. Et ça nourrit probablement une partie de notre écriture. Oui, fondamentalement, je pense. Et puis je pense que souvent on m'a dit que mes personnages ils restaient dans la tête des gens. Il y a des gens qui m'ont dit, on aimerait bien vous demander des nouvelles pour savoir comment ils vont. Oui, et alors ça, je confirme. Voilà. Tu as vraiment tu fais transparaître une émotion dans ta plume et tes personnages. C'est vrai que ta plume est extrêmement délicate, extrêmement jolie, mais jolie au sens du terme, enfin avec une profondeur dans tes personnages qui est que j'ai retrouvée. Enfin, j'ai pas lu toutes tes œuvres, mais les quelques que j'ai lus, on sent que c'est vraiment, tu les aimes, tes personnages. Oui, et je pense que et typiquement on se nourrit aussi, et on se nourrit aussi de la complexité de l'être humain. Et ce que j'ai vu dans le conseil que j'ai pu avoir, notamment en succession, c'est que c'est jamais complètement tranché, qu'il y a une dimension économique, bien sûr. La transmission d'un patrimoine, c'est la transmission d'un patrimoine, mais après il y a une dimension affective, il y a l'interaction des uns avec les autres. Et je pense que le fait d'avoir eu cette chance d'accompagner des gens dans des moments de transition de vie, que ce soit la mort, que ce soit la transmission d'entreprise, que ce soit parce qu'on est en conflit au niveau du travail et que ça a des implications familiales, je pense que tout ça fait que on est un peu façonné par ça, et qu'au moment où on doit le rendre dans l'écriture, c'est là, on l'a vécu, on n'a pas forcément besoin de l'inventer, on peut aller puiser dans cette matière-là. Oui, et puis la famille aussi, la transmission dont tu parlais, et puis je pense que c'est extrêmement important dans beaucoup de tes romans, on le retrouve. Alors on a aussi des romans qui sont sur un tout autre registre, avec des gens qui veulent faire un régime. Et ça, c'est vrai que c'est aussi une qualité, je trouve, que tu as en tant qu'écrivaine, c'est que tu es, comme je te le disais tout à l'heure en off, mais c'est vrai, ton œuvre est extrêmement éclectique. On a effectivement des romans qui sont poignants au niveau émotionnel, comme disait d'ailleurs, comme Un autre jour demain, par exemple. Et puis, on a le Big Challenge.
Ouais, le Big Challenge, c'est un peu un. Je pense qu'à la suite de D'ici et d'ailleurs, qui raconte une histoire de transmission. Enfin, c'est un vieux monsieur qui divague, une plus jeune femme qui va essayer de comprendre qui est ce monsieur, ce qui s'est passé. Il y avait un poids assez lourd sur le retour dans ce que j'ai vécu, hein, ce retour dans un lieu qu'on a quitté depuis 20 ans. Qu'est-ce que ça a fait? Comment ça nous a transformés? Et à la suite de ce roman-là, j'avais envie d'écrire quelque chose de léger. Et puis, les Uppercuts de Giuseppe Merone à l'époque, d'Okama aujourd'hui, offraient cette possibilité de faire quelque chose de court, de ramasser. Donc déjà, il y a un exercice de style, hein, de tout d'un coup se dire on va écrire entre 60 et 90 000 signes. Donc déjà, c'est particulier de devoir... on n'est pas porté par l'histoire, puis on se dit c'est quand condensé, ça sera fini, ouais. ça s'arrêtera. Donc c'est condensé, donc on doit viser. Et puis, il y avait cette idée de dire on va écrire quelque chose de... Alors, c'est un peu paradoxal pour un problème de poids, mais quelque chose d'un peu léger. Et puis essayer de faire rire, en fait. C'est aussi un challenge qui est intéressant. C'était mon big challenge à moi, c'était de dire on va essayer d'écrire quelque chose de plus frais, et puis de voir comment est-ce qu'on peut torturer ce pauvre Nicolas pour voir si on arrive à faire rire et puis à le faire maigrir accessoirement. À mon sens, c'est ce qu'il y a de plus difficile de faire rire en littérature. Enfin, sous la forme écrite, c'est difficile. C'est vraiment un job incroyable. Ouais, d'être suffisamment drôle, mais pas tomber dans les clichés. Ouais, c'est ça. Oui, c'est un peu marcher sur une corde tendue, quoi. Il faut ah oui, un mais peu de bagage. alors pour l'avoir lu, c'est vraiment réussi, c'est vraiment drôle. Et effectivement, il y a un virage de ta plume et des thèmes qui est à la fois surprenant, mais parfaitement maîtrisé. Moi, j'ai beaucoup aimé le Big Challenge, comme tu sais. Et alors, on rappelle pour nos auditeurs la collection Uppercut. Effectivement, ce sont des petits romans qui sont sur le thème du sport. Et je crois me souvenir qu'on avait mangé ensemble alors que tu étais en train de l'écrire, et tu m'avais dit quelque chose du style non mais le sport, mais moi je peux pas faire un truc sur le sport parce que le sport, bon, et je te rejoins là-dessus, non, on fait pas de sport nous et on le revendique, donc dis celle qui vient de publier un truc sur le patinage artistique. Oui, mais c'est non mais c'est pas pareil. Bon, alors, le fait est d'ailleurs qu'effectivement au départ c'était censé être un uppercut. Bon, je me tais. Voilà. Alors pose la question suivante. La question suivante, qu'est-ce qu'on avait prévu? Alors si je suis tout seul, parce que je vieillis, je vois pas ton écran. Ni les couleurs, ni tu vois l'écran. J'ai des questions très... on aime bien un peu explorer les coulisses des gens, comment ils créent comment ils font leur création. Surtout que tu as des projets très variés. Et puis à la fois en longueur, en genre ou en rendu émotionnel, si on peut le dire comme ça. Est-ce que c'est à chaque fois la même façon pour toi d'aborder ces projets-là? Est-ce que c'est très différent? Est-ce que tu es du genre à découvrir ton texte? Est-ce que tu es du genre à avoir un plan très détaillé comme un auteur de polar? Comment tu arrives à produire ces émotions, ces textes-là? Alors, en principe, j'ai bon, comme souvent, hein, je pense que c'est la même chose pour vous. Il y a une idée, et puis il y a une idée qui... Enfin, il y a plein d'idées, mais comme disait ma première éditrice, il y a les idées sous la douche qu'il faut retenir. Isabelle Cardis, que je salue et qui m'avait donné ce conseil d'écouter les idées qu'on a sous la douche, qui était d'ailleurs, à mon avis, un excellent conseil. Et puis, il y en a, voilà, dans le flux des idées, il y en a tout d'un coup une qui est un peu récurrente, qui revient, qui se maintient. Et, une qui s'accroche. Ouais, une qui Catherine s'accroche. fonctionne comme ça aussi. Ouais, exactement. Une qui s'accroche, et puis souvent, tout d'un coup, il y a un personnage qui émerge, qui commence à nous accompagner. Moi, je les vois. Alors, à part ça, tout va bien dans mon cerveau. Je sais qu'on est à proximité de Malévo. On est entre nous, mais voilà. Mais voilà, je les vois. Ils me parlent pas, mais je les vois. J'ai d'ailleurs eu une conversation très drôle avec Philippe Lamont où ces personnages lui parlent. Le public nous regardait en se demandant s'il fallait nous faire enfermer. Mais ils sont là, ils sont présents, et puis ils se maintiennent. Et souvent, pour que le projet passe au stade suivant, il faut que le titre s'installe. À part pour D'ici et d'ailleurs, les titres de travail ont toujours été les titres définitifs. Et je suis toujours pas tout à fait convaincue qu'on ait bien fait de changer, mais bon, voilà, c'est une autre histoire. On ose te demander quel était le titre. Oui, c'était La nièce de l'écrivain, le titre initial. Ah oui, c'est vrai. Qui était plus... qui dévoilait un petit peu plus de l'intrigue. Voilà, c'est ça, exactement. Après, voilà. Ouais. Je suis très contente avec D'ici et d'ailleurs aussi. Mais... Donc, il y a cette question de titre. Et
avant que je puisse vraiment... donc l'histoire, elle commence à se dessiner. Et avant que je puisse vraiment me mettre à l'écriture, il me faut en principe la première phrase et si possible la dernière scène, voire la dernière phrase. Et à partir du moment où il y a ces 3 facteurs, il y a des chances pour que le roman aille au bout. Sans ça, j'ai commencé des projets qui n'ont jamais abouti. Donc je pense que c'est surtout ça. Et je me rends compte, plus les années passent, plus je me rends compte que en fait, il y a un très long temps de maturation. De maturation, oui. Et que ça, vraiment, il n'y a pas très longtemps, il y a une année à peu près, j'écrivais vraiment très très peu et j'ai dit, dans une conversation, j'ai dit « Oh mais j'écris plus ». Et c'est une autrice qui m'a répondu, qui m'a dit « C'est pas vrai, tu es en train d'écrire dans ta tête ». Et j'ai trouvé que l'expression était jolie et je pense qu'effectivement c'est ça, c'est-à-dire moi j'écris longtemps dans ma tête avant de passer au stade où on s'assied et on y va. Parce que probablement que l'intrigue, elle se met en place. Alors, j'ai jamais toute l'intrigue, mais j'ai souvent... Pardon, j'ai jamais toute l'intrigue, mais j'ai souvent plus ou moins par où on va passer et où on va aller. L'exemple que je donne toujours, c'est un petit peu comme si maintenant, ensemble, on décide qu'on va au bord de la Méditerranée, on part de Montaix. On sait qu'on va au bord de la Méditerranée, on sait plus ou moins quand est-ce qu'on va arriver. Par contre, on n'a encore pas décidé si on passe par l'Italie, si on passe par la France, si on s'arrête à Lyon. Ce qui est intéressant, c'est découvrir le voyage. Le voyage, c'est ça, hein, c'est ce qui se passe entre les deux, entre le départ et la destination. Oui, et puis on se laisse porter. À la destination, donc tu sais que tu ça. peux moins te perdre que si... donc en cela, c'est vrai que ta manière de faire, d'avoir le début et la fin, c'est intéressant, puisque c'est aux antipodes de ce qu'on fait nous, je pense. En tout cas, moi, ça c'est clair. mais par contre, c'est toujours intéressant de découvrir comment les autres font, et c'est pour ça que je pose ces questions et que je fais le podcast. Donc je suis ravi de la réponse. Du coup... Sur certains de tes projets, on va dire qu'il y a des thématiques fortes ou centrales, je ne sais pas comment on peut voir les choses. Donc ça vient après, ou en fait ma question, pour être plus précis, c'est j'ai envie d'écrire sur insérer la thématique. Et après, à force d'y penser, le truc naît comme ça, comme tu l'as décrit, ou ça vient se rattacher après, ou bien c'est un hasard et c'est l'histoire qui te dicte un peu comment ça arrive. Probablement un peu des deux. Je pense que si je pense par exemple à Une maison jaune, qui était mon deuxième roman, il y avait un certain nombre de paramètres que j'avais décidé au préalable, qui était que je voulais que ça se passe dans une maison. Donc il y a une espèce d'unité de lieu, de temps, et enfin pas de temps dans le sens où ça se déroulait sur l'entier du XXe siècle à 3 époques différentes, mais il y avait cette idée, on va travailler sur 3 ans, 3 jeunes filles dans la même maison, 3 parcours de vie différents, 3 niveaux sociaux différents, et au-delà de l'histoire personnelle de chacune des héroïnes, il y aura cette idée de pouvoir, si on veut faire une deuxième lecture, dresser un peu une évolution des femmes au XXe siècle, puisque la première était jeune fille de notable, la deuxième était immigrée clandestine italienne dans une maison qui est transformée, et la troisième, c'était, je dirais, une jeune fille de famille modeste dont les parents viennent de se séparer, qui vont venir, la mère et la fille vont venir habiter cette maison pour éviter les squatteurs en attendant qu'elle soit détruite. Donc une espèce de grande fresque. Donc voilà un peu la manière dont je pose les choses. C'est-à-dire qu'il y a une envie, il y a une thématique, il y a des premières constructions, et puis ensuite, il y a des personnages secondaires qui ont pris plus de place, il y a des thématiques qui sont venues se greffer Oui, ça tu le découvres au fur et à mesure de l'écriture. Oui. Oui. Mais je dirais qu'il y a une première armature, à des médecins, je vais dire, il y a une colonne vertébrale qui est assez forte. C'est gentil. Bon, après, quand on n'est pas médecin, on dit n'importe quoi, donc je vais essayer de ne pas aller au-delà au niveau de la métaphore, mais il y a cette idée de la colonne vertébrale, et puis ensuite, on verra bien comment les choses vont se développer, où est-ce qu'on va mettre des forces. Parfois, on pense qu'on va faire un coureur à pied qui a des cuisses bien solides, et puis finalement, ce sera un nageur qui a des épaules larges. Voilà, plus ou moins, si je file la métaphore. Ce que j'ai dit que je ne faisais pas, mais que j'ai fait quand même. Non, mais elles sont très parlantes. Et toujours des personnages féminins, je pense, assez... Bon, alors dans le Big Challenge, pas. Je suis en train de me... Oui, alors effectivement, c'était un petit peu à part, celui-ci, quand même, je pense. Mais sinon, dans tous les autres... Je trouve que tu as des personnages féminins, des portraits de femmes qui sont
Je pense qu'au début, quand j'ai fait des portraits de femmes aussi, parce que probablement, simplement les femmes, je les sentais plus près de moi. C'était plus facile d'en parler. Le Big Challenge, j'ai eu envie d'un portrait masculin aussi pour changer des femmes. Et puis parce que je trouvais aussi intéressant de penser cet amaigrissement du point de vue des hommes plutôt que des femmes. Parce que souvent, c'est un sujet qui a été très féminin, que peut-être aussi pour des questions de ménopause ou de grossesse. Le corps des femmes change plus, donc souvent de marketing. de marketing aussi, on s'y attache plus. Et je trouvais que c'était aussi une jolie manière de montrer que cette question du poids, aujourd'hui, elle concerne aussi les hommes. Donc, à la fois le côté sain et la pression sociale qui est aussi autour du corps aujourd'hui, d'être en bonne santé, de prendre soin de soi. On a même eu des assurances maladie qui ont dit on va augmenter les primes de ceux qui fument et qui se comportent pas bien. Donc, il y avait cette idée aussi de dire on prend un peu le contre-pied de ça et puis on prend un personnage masculin. Puis c'était une jolie aventure. Pour le coup, c'était un défi assez important de savoir si j'étais capable de faire un personnage masculin qui aussi tenait la route dans sa réalité finale. Il y a un moment, je pense, dans le parcours de chaque écrivain où on a envie d'aller voir, entre guillemets, de l'autre côté, d'essayer. Oui. C'est vrai que mes premiers personnages étaient masculins et j'ai de plus en plus tendance à essayer de voir ce que ça donne en écrivant des personnages, surtout si je suis capable d'avoir, comme tu dis, le réalisme de faire croire à nos lecteurs à ce qui est vécu et aux émotions d'un personnage de l'autre genre, en fait. Ouais, je pense qu'au fur et à mesure des romans, on s'enhardit, en fait. Et puis, on commence peut-être par spontanément ce qui nous semble le plus accessible et le moins casse-gueule, pour employer une expression un petit peu douteuse. Et puis, je pense qu'au fur et à mesure qu'on prend de l'assurance et puis qu'on maîtrise davantage peut-être la technique de l'écriture, et on peut se permettre de faire davantage des explorations. Toi, tu as pas mal de personnages masculins, quand même. Mais moi, c'est le contraire, effectivement. Ouais. Parce que moi, j'ai plutôt commencé par les garçons. Et dans mes premiers romans, c'était presque ma faiblesse. Mais alors, je ne saurais pas l'expliquer d'un point de vue psychanalytique. C'est pas ce qu'on demande. Mais... Oui, mais c'est vrai que c'est quelque chose... moi, ça a marché à l'inverse. Où mes personnages féminins étaient d'ailleurs, je pense, sur les premiers, très, très peu présents. Enfin, quand je les relis maintenant, je dis non, je travaillais plus les hommes, mais voilà, je suis le contre-exemple de notre trio aujourd'hui. Ce qui est bien aussi. Mais voilà. Un peu de variété. Il en faut. J'ai une autre question Mais on a plein de questions. On a plein de questions. Ça va faire un épisode. Je vais essayer de répondre. Vas-y, pose ta question. Donc, si on part de ces projets, qu'est-ce qui ensuite décide de la forme ? Parce que tu as des romans plus ou moins, d'une longueur plus ou moins variée, si on parle de l'Hypercute, et puis des romans au format un peu classique. Mais tu fais aussi du théâtre. Alors, j'ai fait du théâtre j'ai écrit une pièce une fois, oui. Moi, pas, par exemple. Alors, tu vois, est-ce que c'est le projet qui décide la forme et ça se dessine dans ta tête, puis tu dis ça marchera quand même mieux au format mis en scène, au format théâtral plus exactement, ou bien c'est une autre façon de voir? Alors, la pièce de théâtre que j'ai écrite, qui était en fait un musical, c'est un texte de commande. Donc en fait, on m'a approché pour écrire quelque part le livret qui accompagnerait les jeunes, ça venait du chœur en fait. Donc c'est le chœur du collège de l'abbaye de Saint-Maurice, qui maintenant a changé de nom, mais qui à l'époque s'appelait le collège de l'abbaye de Saint-Maurice, auquel je tiens, qui était porté par Damien Lui, qui est le chef de chœur, et qui, il y a quelques années, avait monté Didon et Aîné, qui était un opéra, avec les jeunes, et qui là voulait, post-Covid, monter quelque chose d'un peu qui a une belle ampleur. Et puis, il m'a approché, il voulait faire de la musique celtique, il savait que j'avais vécu en Irlande, il avait lu D'ici et d'ailleurs, qui se passe en grande partie en Irlande, et il m'a approché pour accompagner ce texte. Finalement, la troupe de théâtre du collège a été intégrée au projet, et donc en fait, au départ, c'était plus pour écrire une espèce de liaison entre les pièces, et c'est devenu un musical au sens anglais du terme, anglophone du terme, et finalement ça s'est écrit comme ça. Pour le reste, je dirais que
Donc c'est un peu un si c'est concours pas de une commande, circonstances. tu serais moins tenté d'écrire ou tu l'aurais peut-être même jamais fait? Faut Oh, jamais dire jamais. C'est parce alors, que je sais pas ce que je veux dire, mais je sais pas, je pense sincèrement que j'aurais pas osé. Quand Damien m'a contacté, qu'on a bu un café ensemble, avant il m'a dit je te laisse quelques jours de réflexion. Enfin, je crois qu'à l'époque on se voyait, et j'ai dit non, non, mais je dis oui tout de suite parce que si jamais j'ai 2 jours de réflexion, je dirais je non dirais non. Ouais. parce que j'aurais trop peur. Ouais. Donc J'adore. voilà. Donc j'ai C'est dit une oui. bonne Puis il m'a dit façon de non, voir les mais si choses. si un temps j'ai dit non, non, pas de temps de réflexion, on va y aller tout de suite. Comme ça, je suis obligée, et puis on verra bien ce que ça donne. Donc je sais pas s'il n'y avait pas eu ça, D'accord. si j'avais été, voilà, si c'est quelque chose que j'aurais pu envisager ou non. Respectivement, pour d'autres textes plus courts, c'est souvent des circonstances. Les nouvelles, c'est une proposition d'un auteur de plaisir de lire, dont maintenant le nom m'échappe, mais ça va me revenir, auteur tessinois qui était traduit en français chez Plaisir de lire, qui avait une page dans le Corriere del Ticino tous les 15 jours, et qui a proposé aux auteurs de Plaisir de lire d'écrire en français une nouvelle traduite en italien par Walter Rossellis, qui ne se refuse pas, étant donné qu'il a eu le prix Terra Nova. Enfin, c'est vraiment quelqu'un d'incroyable en termes de langue. Donc j'ai écrit la première nouvelle, puis j'ai trouvé ça très rigolo, donc j'ai écrit une deuxième, une troisième, puis un jour il y a eu un recueil. Donc j'ai l'impression que parfois c'est plutôt des propositions qui ont fait que maintenant, après avoir écrit différentes choses, je suis plus prête à me lancer sur d'autres choses, mais c'était plus un concours de circonstances qui m'ont amenée à écrire dans d'autres styles. Et puis après, la littérature est extraordinaire. Enfin, l'écriture, c'est extraordinaire. C'est un terrain de jeu qui est infini. Donc, quand on commence à goûter à d'autres choses, on se dit quels sont les Je crois que c'est le autres secret, arômes. effectivement. Ouais. Voilà. Donc, c'est Mais plus comme alors, ça. d'un point de vue technique, je trouve, bon, ça m'est très personnel. Pour moi, c'est beaucoup plus difficile le format très court. La nouvelle, c'est vraiment une autre technique, une autre Oui, façon oui. Ah, c'est une autre d'aborder technique, l'histoire. c'est pas un roman Et court, ça voilà. c'est certain. Il Et, s'agit vraiment de concentrer les choses. Pardon, Non, non, je t'ai interrompu. Mais oui, je pense fondamentalement, c'est complètement une autre démarche. Le but, c'est pas de faire un extrait de roman, sinon c'est frustrant pour tout le monde. C'est frustrant pour soi, mais c'est frustrant pour les gens qui nous lisent. Donc il s'agit vraiment de concentrer une histoire. Moi, j'ai des nouvelles qui sont ultra courtes, qui font jusqu'à 1 ou 2 pages. Je crois que les plus longues sont 6 pages, donc c'est vraiment 6 pages de livre, donc c'est vraiment très très court. Mais c'est un jeu qui est complètement différent. Enfin, on a un produit fini plus rapide, mais en même temps, ça demande une concentration très importante, et puis presque une plus concentration du d'énergie. texte. Enfin, Oui, et puis c'est pas un travail d'endurance. Enfin, non, c'est pas du une tout. mauvaise comparaison. Non, Mais mais il y a quelque chose du 100 mètres et du marathon, je pense. Clairement, dans le... Enfin, on va retomber sur le Big Challenge, mais clairement, c'est pas du tout la même dynamique. Et le 100 mètres, on doit être explosif tout le temps. C'est-à-dire, il faut que le démarrage soit bon, il faut que le milieu soit bon, et il faut que le finish soit... Enfin, on sort des JO, donc il faut vraiment... voilà, il faut tenir, c'est pas du tout la même discipline, en fait. Bah, c'est sûr que dans un roman, il peut y avoir des passages du roman qui sont un petit peu où on sent que ça fléchit un petit peu, qu'il y a un petit peu moins d'intérêt, qu'on est dans un texte de transition sur quelques pages, et c'est pas grave, et ça va c'est pas même empêcher, intéressant de varier les. Aussi, alors ça le peut rythme. être fait exprès, ou même si ça ne l'est pas, c'est pas pour autant que ces passages peut-être un peu plus faibles nuiront à l'ensemble du roman s'il a été apprécié. Enfin, on peut se rattraper, quoi. Oui, puis on peut, En je pense nouvelle, que moins. on peut poser aussi un contexte, c'est-à-dire qu'on peut, on peut se permettre, Qui a le temps même de si je suis pas développer une grande amatrice de description, mais on peut faire une description, on peut poser un cadre. Dans une nouvelle, si on pose une description de 3 pages, je veux dire, on a déjà perdu nos lectrices et nos lecteurs. Donc je pense qu'il y a vraiment cette idée que le format, il sous-tend aussi la manière dont on va écrire. Et puis dans la nouvelle, chaque phrase doit être absolument juste. Donc il y a un travail de précision qui est plus important. Oui. Et là, maintenant, avec toute cette expérience donc littéraire de formats variés, est-ce que tu as un genre que tu préfères, que tu affectionnes davantage, ou tu penses dans l'avenir musarder encore sur d'autres formats? Non, je crois qu'à chaque fois, c'est une aventure unique, et à chaque fois, ça fait beaucoup rire mes proches, mais à chaque fois que je termine un projet, je dis que c'est le dernier, parce que c'est tellement de torture, parce que voilà. Même Donc moi, ça me fait rire. voilà. Et alors maintenant, il rigole. Au début, il me croyait. Maintenant, il rigole un peu, il se moque un peu de moi, mais je suis
profondément sincère en disant c'est fini, terminé, ce truc-là, je fais plus jamais, c'est pas possible, c'est de la torture, donc il n'est pas question que je recommence ça. Et puis il y a des projets qui, voilà, il y a des personnages qui viennent, qui s'asseyent et qui me regardent, et puis à un moment donné, il faut bien que je m'en occupe si je veux qu'ils s'en aillent. Donc voilà, donc il y a c'est presque de la santé mentale de pouvoir se dire non, maintenant, écoute, je vais m'occuper de toi, comme ça tu iras vaquer à tes occupations et tu me laisseras vivre. Donc non, j'ai pas de projet particulier. Il y a plutôt des thématiques qui sortent. Et puis tout d'un coup, on se dit, ouais, bon, elle est quand même très prégnante, donc on va s'en occuper. Et puis ça fait le style, en fait. C'est vraiment tout à fait intéressant ta démarche et cette ouverture d'esprit. Et alors, j'aimerais aussi qu'on aborde à côté de cette carrière d'auteur individuel, dirons-nous, tu es quand même à l'origine de plusieurs projets collectifs. Alors en off, et ça t'a fait rougir, donc je le redis, parce que j'aime bien quand tu rougis. J'ai des projets que j'ai qualifiés d'altruistes, et je le redis et je l'assume, parce que je trouve que tu es extrêmement généreuse et que tu emmènes dans ton sillage et avec ton expérience d'autres écrivains et écrivaines. Alors bien entendu, on garde pour la fin la maison des écrivaines, des écrivains et des littératures. Bien joué. Voilà, je l'ai travaillé à l'avance. Et avant cet apogée, je dirais, il y a eu aussi, et puis c'est toujours en cours, d'écrire ma ville. Oui. Et ça, c'était aussi... Alors, c'était encore autre chose. Est-ce que tu veux nous en parler, s'il te plaît ? D'écrire ma ville, D'. Oui. C'est juste. Oui, pour le jeu de mots, exactement. En fait, c'est un projet... Là aussi, ce sont des projets... J'ai eu beaucoup de chance dans cette carrière littéraire, si j'ose utiliser le terme carrière, mais je ne sais pas comment en utiliser un autre, dans ce parcours. Tu peux. D'avoir je pense, des bonnes fées ou des bonnes énergies à des moments clés. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques années, je dirais, il doit y avoir plus de 8 ans, parce que j'habitais pas Monté à cette époque-là, et notamment quand j'étais en Irlande, il y a eu l'émergence de ces groupes sur Facebook, Tuer de si. Et il y avait Tuer de Monté, si. Et puis on racontait des souvenirs, il y avait des photos de vieilles de périodes vraiment anciennes, des souvenirs partagés, d'école, etc. Et à Feu, salon du livre suisse qui se tenait à Sion, j'ai un jour dit ah, mais ces groupes sont assez géniaux, c'est juste dommage que voilà, c'est un groupe Facebook, c'est éphémère et ça va disparaître. Ce qui serait vraiment top, c'est de fixer ces souvenirs et puis que plein de gens les racontent. Et ce jour-là, vraiment, apéro, tout ce qu'il y a de plus commun. Renée de Selveger-Grive, qui était présente, m'a dit « Mais c'est génial, enfin, c'est un projet. » Je dis « Non, c'est un embryon d'idée. C'est juste, voilà, je viens de le verbaliser. » Et ce qui s'est passé, c'est qu'on en est resté là. Et quelques semaines plus tard, elle m'a contactée en me disant, ou quelques mois plus tard, en me disant « Il y a une journée de la modération qui était à l'époque en marge du livre sur les quais. Ce serait génial que tu viennes présenter ton projet. » Et là, je lui dis, non, mais ce n'est pas un projet. Ce n'est qu'une idée que j'ai suggérée. Non, c'est un projet, viens, etc. Elle a vraiment insisté. J'y suis allée. J'ai donc présenté, alors je lui ai trouvé un nom, parce que ça n'avait même pas de nom. Je lui ai trouvé un nom et j'ai présenté ça à des gens qui effectivement étaient issus de la modération, des bibliothécaires, etc. Tous des gens qui étaient vraiment capés en modération, ce que je n'étais absolument pas, qui ont dit, ah mais c'est génial, et ça se fait quand ? Oui, voilà, donc un projet où tu avais juste un embryon d'idée depuis Vraiment. Un quart d'heure et Voilà. recruter aucune équipe, absolument. rien du tout. Quelle belle histoire. Voilà. Ah ouais, et en magnifique. fait, c'est resté complètement suspendu pendant plusieurs années. Parce que voilà, j'étais en Irlande, je suis partie en Irlande, il s'est passé plein de choses, et je suis revenue à Monté, et le Valais en 2018 a été invité d'honneur du Salon du Livre de Genève. J'ai passé un temps assez important sur le stand du Valais. Il y avait des palettes avec des livres, et comme on passe beaucoup de temps et qu'il n'y avait pas beaucoup de signatures, j'ai, comme souvent dans ces salons, papoté avec, à l'époque, Danielle Beru, qui est écrivaine, montésane, et puis on a commencé à discuter, puis je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de ça, puis elle m'a dit, mais c'est super, buvons un café quand le salon sera passé, ce que nous avons fait, et puis j'ai pris contact avec le service, le directeur du Théâtre du Crochetan, qui est aussi le directeur du service culturel de la ville de Montaix. J'ai bu un café en disant, voilà, on a cette idée,
on ne sait pas trop. Et puis il m'a dit, est-ce que vous pouvez être prêt pour le mois de novembre? Il y a le festival Iketnung qui met en avant des artistes montésans. Et là, un peu crânement, j'ai dit oui, il n'y a pas de problème. C'était le mois de juin. Combien? Oui, voilà, le délai. Bien C'était sûr. le mois de juin. Voilà, un petit peu chaud. Et donc, on a lancé un appel à texte. On a monté un petit comité avec Éric Morisot et Yves Terrani, le journaliste. Et puis, on a fait un appel à texte. Au départ, avec cette idée de recueillir des textes et de faire des balades dans la ville, ce que nous avons fait. Les balades ont eu un succès absolument incroyable. Donc, il faut savoir qu'Iketnung, c'est à mi-novembre. Qu'à mi-novembre, il fait très froid dans la ville. Qu'on avait déjà eu, je crois, 60 ou 70 textes. Le premier jour, on a fait 4 balades différentes. On avait des comédiens qui lisaient, plus 2 membres du comité. On a fait 4 circuits différents, donc à peu près 32 textes qui ont été lus. On a répété les balades à chaque fois et on l'a refait le dimanche matin, donc le samedi et le dimanche matin. Le premier jour, il y avait 5 personnes et le deuxième matin, un dimanche matin où il faisait affreusement froid, où j'attendais à 9h du matin dans ma rue en me disant il n'y aura personne, et il y a eu plus de 35 personnes qui sont venues. Et donc on a fait la dernière balade avec 32 ou 35 personnes à travers la ville, et tout le monde nous a dit mais vous avez reçu plein de textes, pas rien que ces 32-là, donc est-ce qu'on peut les voir? Et puis finalement, on en a fait un livre. On a fait une soirée de lecture à la librairie ici à Montaix, à l'Ombre des Jeunes Filles en Fleurs. Il y avait 120 personnes. On a dû presque pousser les murs dans cette librairie. Et tout le monde nous a dit quand le livre? On a fait le livre. Ça a été un grand succès. La ville en a acheté un certain nombre, on a dû réimprimer, et puis ensuite on a dit voilà, c'est fini, c'est un super projet, c'est fini. Et puis la ville de Bernay nous a contactés parce qu'ils étaient en pleine nuit, ils souhaitaient faire le projet, puis ensuite Lausanne, puis ensuite Neuchâtel, puis ensuite Sion, et on est en train de faire Yverdon pour quelque chose qui, je rappelle, n'était même pas une idée, grâce à des bonnes fées. Donc voilà, un peu en long, mais pour dire que voilà, des fois il y a des choses qui émergent sur des projets qui n'étaient absolument pas prévus. Enfin, grâce à des bonnes fées, et aussi parce que tu as un enthousiasme qui, je pense, est communicatif, et que les gens qui viennent te parler de ce genre de choses, ils savent à qui ils s'adressent quand même, je pense. Parce que ce côté dont tu nous parlais tout à l'heure, où tu dis je dis oui parce que si je réfléchis, je vais dire non, on a l'impression qu'il y avait peut-être un peu la même chose, et heureusement, parce que c'est des projets qui sont géniaux. Peut-être, je pense que c'est chouette de se laisser surprendre pour des projets comme ceux-là. Et puis c'est magique. Tu parlais d'altruiste, mais en même temps, pour moi, c'est juste magique quand il y a plein de gens qui montent à bord. Aujourd'hui, d'écrire ma ville, c'est 900 personnes qui ont écrit. Et c'est ça le côté altruiste. Ouais. Mais en même temps, c'est une aventure qui pourrait pas se faire si les gens ne réagissaient pas et ne prenaient pas le temps d'écrire. On a mis en place des comités locaux. L'idée, c'était que ces comités locaux puissent accompagner les gens pour écrire s'ils n'arrivaient pas à le faire, parce qu'on ne voulait pas que le pas de l'écriture soit qu'on ne nous raconte pas des anecdotes parce qu'il y avait ce pas de l'écriture. Et ce qu'on constate, c'est qu'en fait, les gens, à 95%, écrivent eux-mêmes. Donc, c'est extraordinaire. Puis ensuite, quand ils viennent chercher le livre, ils viennent chercher leur livre. Et donc, ce bonheur qu'on a en tant qu'écrivain, tout d'un coup, on peut le partager. Ça, moi, je trouve ça magique, quoi. Donc, je suis très reconnaissante de ça. J'adore cette histoire. Mais oui, mais je t'avais dit qu'il fallait venir jusqu'à Montaix voir Abigail. Voilà. Le côté pas d'idée, puis c'est pas ma faute. C'est arrivé malgré moi, désolé. Oui, un petit peu. Non, c'est vrai. Excuse-toi, t'as raison. Oui, c'est ça, c'est Abigail. Non, c'est formidable ce genre de truc. Et c'est vrai qu'au départ, quand même, l'idée est juste géniale. Mais il faut la porter, quoi. Donc, je rejoins un peu Catherine, il faut quand même quelqu'un derrière au moins qui tient le truc. Donc bravo pour ça. Merci. Et là, comment ça se passe? Tu es toujours autant impliqué dans le projet? Est-ce qu'il y a des nouvelles villes qui sont candidates ou qui sont prévues? Où est-ce qu'on en est avec d'écrire ma ville? Alors aujourd'hui, on est en train de préparer le livre d'Yverdon. On a 103 textes, on va avoir des illustrations qui, je pense, les premières que j'ai vues sont très belles, qui sont signées Jordi Murillo. On a
surtout Yverdon qui a l'air de s'agiter. Les librairies ont l'air de vouloir faire des activités en marge du vernissage. Extra. Voilà, c'est fou. Encore une fois, moi, je suis toujours épatée. Oula, on a des bestioles qui volent. Je me baisse. Et donc, en fait, voilà. Et j'ai des contacts. On a eu sur l'ensemble, je dirais, maintenant, ça dure depuis 2018, donc ça fait 6 ans, un peu plus de 6 ans. Sur l'ensemble de ces 6 ans, il y a un certain nombre de villes qui nous ont contactés. Je suis très... j'attends que vraiment ce soit prêt et mûr. Il faut que les villes s'engagent parce que ça a aussi un coût. Pour monter, on a travaillé entièrement bénévolement, mais c'était beaucoup, beaucoup de travail. Ça a été 2 ans de travail vraiment assez intense. Oui, Donc d'autant que maintenant, vous n'aviez voilà. pas les précédents, donc Non, tout je à pense fait. que c'était Tout à fait. encore plus difficile. Oui. Fallait Oui, alors il a trouver les fallu- repères. Tout est à créer, en fait. ouais, Oui, tout à créer. exactement. Oui. Et puis, il y avait un côté un peu farfelu. D'ailleurs, les premières demandes de fonds qu'on avait faites à la suite de Montet ont été compliquées parce que c'était un projet un peu nouveau, quoi. Mais on verra s'il y a d'autres projets. Il y en a 6 déjà. Après, Et puis Tu des soulignais grosses villes hein, aussi. voilà, donc, oui. Puis tu soulignais le côté éclectique. Moi, j'aime bien pas refaire les mêmes choses. Donc, si c'est bien. Je sais pas si j'aurai encore l'énergie pour en faire d'autres. On verra. Ouais, puis Mais ça en même temps, balaye, ça c'était- balaye quand même bien toute la Suisse romande. Hein. Bon, il nous manque Genève. Oui, il y a eu des velléités du côté de Genève, il y a eu des velléités du côté de Fribourg. Ça n'a pas abouti pour l'instant. Après, Puis voilà. les Valaisans. Ouais, il y a Sion. Il y a Sion. Ah, il y a Il y en a Sion, eu je 2. l'ai raté, Il y en a pardon. eu 2 en Valais. Et puis ici, dans le canton on de est en Vaud. Valais, Enfin, Genève, il y a eu Bernay, je dirais, si on prend le canton. me semble-t-il. Donc voilà, on verra. J'ai pas vu qu'on avait passé la frontière. Oui, Oui, mais le c'est ça, Chablais, ça s'est fait voilà, en le Chablais, douceur. c'est le Bas-Valais. C'est encore le Vaud. Et... Oui, mais T'es vite, le Chablais valaisan existe et le Bas-Valais, c'est pas le Pas-Valais. Donc on est bien Ouais, en Valais. ouais, absolument. On peut couper au montage. non, ça fait partie de... Voilà, moi je suis fier de mes ignorances aussi, parce que j'apprends, je suis là pour ça. Alors, bon, ce projet nous amène à l'autre projet qui est encore d'une autre ampleur finalement Oui. et qui, nous l'avons dit au début de cet épisode, la maison, je le redis, la maison des écrivaines, des écrivains et des littératures. Exactement. Alors là, c'est ton bébé, je dirais. Alors, comme tu es toujours très modeste, tu vas dire, mais non, on était une équipe. Non, Mais c'est tu as un peu vraiment- initié le truc quand même, me Oui, semble-t-il. oui, mais je crois qu'il faut rendre à César ce qui est à César. C'est-à-dire que il y a 4 ans, Jacques Cordonnier avec Pierre-André Milite, donc Jacques Cordonnier qui est l'ancien chef du service de la culture de l'État du Valais, et Pierre-André Milite qui est le président de la Société des écrivains valaisans et qui a fait renaître la Société des écrivains valaisans qui était quasiment moribonde. Il va d'ailleurs recevoir un prix au mois de novembre pour tout le travail qu'il a fait pour la littérature valaisanne, parce que je pense que, comme l'a joliment dit un membre du service de la culture, quand on dit littérature en Valais, on pense Pierre-André Milite parce qu'il a fait tellement. Il y a eu un contact entre Pierre-André Milite et Jacques Cordonnier parce qu'en Valais, il y a des dispositifs pro. Il y avait des dispositifs pro pour les arts visuels, pour le théâtre, pour la musique, mais il n'y avait pas de dispositif pour la littérature. Et Jacques Cordonnier, en accord avec Pierre-André Milite, a dit ça manque, ce serait bien qu'on ait une discussion autour d'un futur littérature pro. J'ai été embarquée dans l'aventure au début, je crois, par contact avec Pierre-André Milite, ensuite parce que j'étais vice-présidente de la Société des écrivains valaisans. Et en fait, on a commencé à réfléchir à qu'est-ce que devait être littérature pro, comment il fallait soutenir la professionnalisation, quel type de bourse. Ensuite, il y a eu ensuite un groupe de travail qui a inventé les bourses Focus pour terminer un projet, les résidences en collaboration avec les institutions valaisannes et le programme de mentorat qui a pour but d'accompagner par un confirmé les émergents vers la professionnalisation. Et lors de cette toute première séance, Jacques Cordonnier nous a dit quel est votre idéal. Et moi, je revenais d'Irlande et j'avais découvert l'Irish Writers Center, qui est le centre qui est au service des écrivains et des traducteurs irlandais. Et j'avais énormément apprécié le soutien, les cours que j'avais suivis, le fait d'avoir une maison où je pouvais aller travailler. J'avais trouvé ça génial. Et j'en avais parlé à Pierre-André Milite. Et donc, quand Jacques Cordonnier nous a dit quel est votre idéal, on a dit une maison pour les écrivains et les écrivains. Jacques Cordonnier a rigolé en disant on va d'abord faire littérature pro et on verra. Et puis c'est resté suspendu, comme pour décrire ma ville, c'est resté suspendu.
Et à la suite du Covid, il y a eu les projets de transformation. Donc, en 2 mots, ce sont des projets qui avaient pour but de permettre au monde culturel de se transformer pour s'adapter au Covid et puis se relancer dans le post-Covid. Il y avait des sommes assez importantes. Et 2 jours avant la fin du premier délai, on ne savait pas qu'il y en aurait un deuxième à l'époque, Pierre-André Milite m'a appelé, il m'a dit « Mais dis donc, notre maison, là, ce ne serait pas un projet de transformation ?» Et j'ai dit Tu fais quoi pendant les prochaines 48 heures? C'est exactement ça. C'est toujours comme ça. C'est exactement dans ta ce qui vie, s'est passé. Voilà, exactement ce qui s'est passé. Et donc, on a déposé un premier projet qui a été retoqué parce qu'effectivement, il avait été monté en 48 heures, qu'il a été retoqué 2 fois. Et finalement, il est passé. Et ça nous a permis d'avoir la base pour monter ce projet. Au milieu de la 2e demande, j'ai contacté la ville de Montaix en disant est-ce que voilà un peu ce qu'on a en tête, qu'est-ce que vous en pensez? Et le président de la ville, Stéphane Copé, a immédiatement dit oui, on vous logera. Ça a été d'ailleurs un déclencheur. Et le projet a démarré. Et ce qui est assez marrant, c'est que moi, j'ai arrêté mon activité de juriste dans un syndicat et avant de savoir que ça se ferait. Et ça a enchaîné là-dessus. Et ça a vraiment occupé les 3 dernières années. En fait. L'alignement des astres. Oui, c'était le bon moment. Puis alors, pour ce qui est de vous loger, vous avez été gâtés. Hein. Alors là aussi, c'est un concours de circonstances. On n'était pas du tout censé être ici au château. On devait être au sommet de la médiathèque de manière temporaire et ensuite dans une maison qui devait se libérer. Et la municipalité a pris la décision, nous a notifié la décision. J'ai pris contact pour savoir comment est-ce qu'on allait faire au niveau technique. Et les services techniques de la ville nous ont dit, en fait, pas du tout, parce qu'en fait, on démonte ce bâtiment. Parce qu'on va y faire ce qui est devenu la Casanova, qui est un tiers-lieu qui est ouvert depuis quelques mois maintenant, ici à Montaix, qui est un lieu magnifique que je vous encourage toutes et tous à aller visiter, qui est vraiment un lieu incroyable au niveau des associations, qui comprend la médiathèque, qui est au service des jeunes. Enfin, vraiment, c'est un lieu génial. Et donc, ça a été un peu la catastrophe. J'étais en vacances. Le chef du service de la culture, Lorenzo Malaguerra, que je citais tout à l'heure, il était en vacances aussi. Donc, nous avons fait un appel. Et il m'a dit... Écoute, ne paniquons pas, on m'a dit qu'il y a un appartement de la concierge du château qui se libère. Quand tu rentres, va voir. Elle était là depuis 38 ans, donc j'étais un petit peu angoissée. Le château, 38 ans, j'avoue que j'ai eu quelques sueurs froides. Et avec ma collègue qui venait de commencer à travailler sur le projet Morane Format, on est venu visiter et on y est tombé en amour sur ce lieu. On a dit c'est exactement ça qu'il nous faut. C'était censé être temporaire. Ça va faire 2 ans maintenant que nous sommes ici. Et on espère que ça va durer parce qu'on est vraiment très, très bien ici. Non, mais c'est magnifique. C'est inspirant en plus. Donc voilà, il y a beaucoup de cachets. Ce cachet, je trouve que ça s'accorde bien avec ce qu'on y fait, le lieu. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on y fait, justement? Magnifique transition. T'as vu? Incroyable. Alors, il y a eu toute une réflexion par rapport à cette maison. Il y a eu un comité de pilotage qui a duré plusieurs mois. On a eu dans ce comité de pilotage Jacques Cordonnier, Nicolas Couchepin, l'écrivain et président de l'ADS, Nathalie Romanence, qui est libraire auprès de Délivrez-moi, Pierre-André Milite, bien sûr, Béatrice Monet, qui est l'ancienne directrice du CVPC, donc plutôt au niveau enseignement. Et on a beaucoup réfléchi à qu'est-ce qu'on voulait offrir et quelles étaient les constatations qui nous menaient à la création de cette maison. La première chose, c'est qu'en fait, les écrivaines et les écrivains sommes des êtres solitaires qui écrivons tout seuls dans notre coin, qu'il y a extrêmement peu de formation pour devenir écrivaine et écrivain, à part l'Institut littéraire de Bienne, dont Morane, ma collègue, est diplômée l'année dernière. Mais ça ne concerne que 4 ou 5 valaisans sur 15 ans. Donc ça reste très marginal par rapport au nombre de gens qui écrivent. Et puis c'est des volets, je crois pour la Suisse romande, d'une douzaine de personnes. Donc vraiment, c'est peu par rapport à l'immense nombre d'écrivaines et d'écrivains que nous sommes. Donc il y a ce côté très solitaire que, en fait, il existe bien entendu des résidences d'écriture où on peut partir 2-3 mois, sauf que quand on a des métiers, quand on a des enfants, voilà, je te vois hocher la tête, c'est génial, on adorerait, sauf que c'est pas possible. On peut pas quitter son job pendant 2 ou 3 mois pour aller écrire. C'est ça, on se dit un jour à la retraite. C'est ça. Donc en fait, finalement, ça s'adresse aux jeunes écrivaines et écrivains qui sont peut-être étudiants et puis qui ont qu'à plusieurs semaines de vacances, ou alors ça s'adresse effectivement aux gens qui sont à la retraite et qui peuvent se permettre de partir. Donc ça, c'était un premier constat. Le deuxième constat, c'était de dire, en fait, on est dans une situation où, n'ayant pas de formation, on apprend sur le tas.
Et c'est un apprentissage un peu rude. Enfin, moi, je l'ai fait il y a 11 ans. Je pense que c'est pareil pour vous. Tout d'un coup, on se retrouve balancé dans un salon face à un journaliste parce qu'on écrit son truc dans son coin et on fait l'exercice qu'on est en train de faire. Et ça, c'était pas prévu. On n'y a même pas pensé. On ne se rend pas compte des conséquences. Voilà. On embrasse la on ne carrière. mesure pas. Exactement. On ne mesure pas les conséquences. Donc, il y a toute cette partie média qu'on ne maîtrise pas. Il y a le fait que le premier manuscrit qu'on envoie, je pense que si je relis ma lettre de motivation, je suis assez horrifiée de ce que j'ai pu écrire, comme probablement vous aussi, je vous vois rire, donc j'imagine. Donc, comment on le fait, à qui on s'adresse. Enfin, il n'y a pas que les Galli-Grasseuil, Gallimard, Grasset et Seuil. Donc, comment est-ce qu'on connaît le terreau, notamment littéraire, roman, valaisan. Enfin, voilà, quelle est la différence entre l'ADS, la Sève, la VE, etc., etc. Donc, toutes ces questions auxquelles on est confronté sans même savoir qu'elles existent. Et donc, il y a eu cette réflexion de se dire, en fait, on aimerait vraiment pouvoir être au service du terreau littéraire roman, des écrivaines et des écrivains. C'est pas pour rien qu'on les a mis les deux. Et de voir comment est-ce qu'on peut les accompagner, les guider, leur donner de l'information, de la formation, pour qu'ils soient plus à l'aise dans ce monde-là. Et en fait, voilà ce qu'on fait. De la formation continue, on fait des ateliers d'écriture aussi thématiques qui permettent aussi à des auteurs de venir partager leur champ littéraire. Donc on a de l'écriture et c'est des littératures, c'est pas pour rien, de l'écriture de BD, de l'écriture de musique, de l'écriture de polar, de l'écriture de romance, de la poésie, du théâtre. Enfin, on essaie de couvrir tous les champs littéraires. Et puis on est un lieu d'accueil. On est ouvert 2 jours et demi par semaine. Les lundis toute la journée et le vendredi toute la journée, en partant du principe qu'il y a pas mal de gens qui viennent passer leur week-end en Valais. Donc on peut faire un stop plutôt que... Voilà, on peut aller faire le samedi et dimanche, puis au lieu de rentrer le dimanche soir, on rentre le lundi soir. Il y a moins de trafic sur les routes, je dis ça, je dis rien. Et puis on peut passer la journée à venir travailler ici, et le mercredi après-midi. Et puis on essaye vraiment d'avoir toute une offre de formation qui à la fois permet de faire travailler les écrivaines et les écrivains, donc de leur offrir un revenu supplémentaire par rapport à leurs droits d'auteur, permet de professionnaliser le métier et puis de leur donner un cocon où ils sont les bienvenus pour venir se faire un thé, un café, un verre d'eau et s'installer dans le lieu pour venir travailler. Il y a ces 2 aspects, si je comprends bien ce que tu nous expliques, qui sont à la fois ce qui est formation au métier et puis un lieu d'accueil pour écrire, admettons, moi je suis écrivaine, j'ai envie d'être dans un lieu où si je suis chez moi, je vais penser à la lessive, aux gamins, au je ne sais quoi. Donc je peux venir à la MEL, ouvrir mon ordinateur et passer un après-midi à écrire. Complètement. Et puis alors ça, est-ce que c'est ouvert seulement aux auteurs valaisans, aux auteurs romans? Il faut s'inscrire. Comment ça marche? Alors, on a un système on peut être membre. Pour accéder au lieu, quand il est ouvert, il faut être membre. C'est une cotisation de 100 francs par année. Ça donne l'accès au lieu et ça donne 10% au niveau des cours. C'est ouvert à tout le monde. Donc, si on n'est pas du tout sectaire. Si vous avez l'embryon d'un projet, vous voulez commencer quelque chose, vous pouvez venir. Si vous êtes un auteur ou une autrice confirmée qui a déjà 10 romans derrière vous, vous pouvez venir. On a une nouvelle offre qui se développe de plus en plus. C'est aussi le fait qu'on a pas mal d'institutions qui s'adressent à nous maintenant quand ils sont à la recherche d'une écrivaine ou d'un écrivain. Et donc, nous, on relaie. Et là, on est plutôt en direction des auteurs confirmés. Donc, on essaye d'avoir vraiment une offre pour les débutants, une offre pour les émergents et une offre pour les confirmés. Et puis, à destination du grand public. On a quelques conférences aussi qui ont lieu. Dans la programmation qu'on va dévoiler complètement mercredi prochain, puisqu'en fait, on a l'Assemblée générale de la MEL qui aura lieu mercredi prochain. Donc, on a encore gardé quelques petits secrets. Mais une des choses que je peux déjà dire, c'est qu'on aura une conférence conférence débat, table ronde, entre Thierry Rabou, qui est critique littéraire à La Liberté et auteur d'ailleurs, et Matou Bouk, qui s'appelle Mathilde Chalère, qui tient un blog en disant « blog, critique littéraire, qu'est-ce que ça implique pour les maisons d'édition et pour les autrices et les auteurs ?» Donc on aura ce type de choses. On a
on travaille beaucoup en collaboration avec ce terreau culturel montaisan qui est extrêmement vivant et où il se passe plein de choses. Donc on aura un atelier d'écriture en collaboration avec Pauline Épinay qui est autrice et comédienne et metteuse en scène autour de son travail pour le jeune public en collaboration avec le théâtre jeune public de Montaix qui s'appelle La Gare. Donc on a tout ce genre de choses qui sont plus à destination, bien sûr, des autrices et des auteurs, mais aussi du grand public. Donc on est vraiment polymorphe, protéiforme, ce qui parfois est compliqué en termes de monde de fond, mais on a cette idée que la littérature, celles et ceux qui le font ici, sont le cœur, et l'idée c'est de rayonner pour la faire découvrir, pour faire travailler les gens, pour leur permettre de se professionnaliser. Et ça, la MEL, tu disais, est ouverte depuis combien de temps ? Ça fait 2 ans, on attaque notre 3e saison. Ça, c'est vrai que c'est incroyable quand on voit l'offre. Et c'est vrai qu'alors sur le site... Hein, tout ça en 2 ans, on dit. Ouais, en 2 ans. Il y a un site internet. Oui. Mel.ch, MEEL.ch. Et où on a effectivement... J'ai regardé notamment les offres... au niveau des ateliers, oui. de toutes les activités, c'est vrai qu'il y a, comme tu le disais, mais ça m'a beaucoup frappé, il y a vraiment de tout. Ça va de la BD, la poésie. Alors, j'imagine que vous faites un petit peu figure, comme toujours dans ta vie, de précurseur, parce que les autres cantons, enfin... nous, on habite trop loin. Mais non. Est-ce que tu as eu des appels du pied d'autres cantons ou est-ce qu'il y a des projets d'essaimage plus près de nous ? Non, mais alors ça fait toujours un peu rire quand je dis ça, mais je crois que Montaix est vraiment au cœur de la Suisse romande. Et alors ça fait rire parce que surtout en matière de transport en commun, c'est vrai que nous ne sommes pas sur une grande ligne, mais malgré tout, on est plus ou moins à 45 minutes, 1 heure max de l'ensemble des points de la Suisse romande. Si j'exclus le Jura, il faut le dire. On a eu un atelier d'écriture qui s'est délocalisé samedi dernier de l'association Extramundana qui venait du Jura. C'était effectivement un peu loin. Mais même eux ont pu venir, donc c'est la preuve que c'est possible. On a eu le retour en direct de Sarah Schneider qui venait en train, effectivement, et qui disait « je fais à Montaix ». C'est un peu l'aventure, mais sinon, c'est vrai qu'on a vraiment choisi un créneau horaire, c'est-à-dire que nos cours commencent à 19h30, se terminent au plus tard à 22h. Donc on peut prendre les derniers trains, on peut rentrer jusqu'à tous les points en Suisse romande, y compris en France voisine. Donc on a des gens qui viennent depuis Châtel et derrière, ou depuis Thonon, voire plus loin que Thonon. Donc on voit que ce rayonnement autour c'est pas si loin que ça. Et ça veut dire que si on finit à 22h, même si vous avez 1 heure de route, à 23h vous êtes chez vous pouvez être dans votre lit à 23h10 si vous êtes rapide pour vous brosser les dents. Donc c'est faisable. Et puis si on vous mettait 1 heure pour venir, suivant les métiers, vous finissez vers 18h, 18h30, vous arrivez à être là pour le cours. Donc il y avait cette idée aussi d'avoir un point qui est relativement central. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est ici dans le Bas-Valais, qu'on n'est pas par exemple à Sion où ce serait plus loin. Donc ça permet aux gens, dans un périmètre assez large en Suisse romande, de pouvoir venir à nos formations, ou le week-end aussi, mais même le soir, on a des gens qui viennent de Villars-sur-Glâne, au-delà de Nyon ou de Neuchâtel. Et je peux prouver qu'on a vraiment des gens qui viennent d'aussi loin pour des ateliers le soir. Moi, je l'ai envisagé. Parce que j'ai commencé à regarder la programmation et je me suis dit, tel jour je bosse, je sors de Neuch à 18h. Voilà. Mais je n'ai pas encore été jusqu'à regarder sur Google Maps, mais je vais regarder. Ça se fait. Même en sortant de ton job, c'est 45 minutes. Donc, Ouais, depuis Neuchâtel, oui. Non, mais... Oui. Oui, de toute façon, tu as observé. Donc, si tu dis, je te crois. Alors, je pense qu'en fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas du tout d'idée d'ouvrir ailleurs pour l'instant. Et puis, je crois que si on veut être un centre de compétences, il faut qu'on regroupe les choses aussi ici. Ça nous est arrivé d'avoir des choses qui se délocalisent. On a eu, par exemple, une collaboration avec le TLH, donc le Théâtre Léa à la Sierre. On a fait un atelier, on a organisé, c'est pas nous qui avons fait, mais on nous a demandé des auteurs pour organiser une rencontre. Donc ça se fait aussi parfois en délocalisé, mais là on va plus être des partenaires d'un autre lieu.
Oui, mais c'est vrai que, bon, blague à part, c'est vrai qu'on aimerait mieux que ce soit à 5 minutes de chez nous, mais Bien c'est sûr. vrai que, en effet, je pense que c'est motivant. Enfin, la programmation est tellement riche qu'on est prêt à faire un petit peu de route, je pense. Enfin, et pour les auteurs, c'est vrai que je crois que c'est un lieu un petit peu unique en Suisse. Il n'y a pas, il y a pas d'équivalent de toute façon, en tout cas, me semble-t-il, en tout cas en Suisse romande. À Pas la que je même. connaisse, non. Ouais, non, je Non, pense je pas. crois, quand on avait fait un peu notre étude de marché, effectivement, je crois enfin, sous cette forme-là, j'ai pas vu aujourd'hui d'équivalence. Je dirais que le maître mot, c'est vraiment le service aux autrices et aux auteurs. On va dévoiler un tout petit peu de notre surprise de mercredi prochain, mais il y a vraiment cette idée aussi de développer pour les confirmés. Donc, on va mettre en place une offre qui s'appelle les boîtes à outils du vendredi, qui vont être, pour le coup, faites le vendredi après-midi, parce que souvent les auteurs travaillent à temps partiel, donc peuvent libérer du temps, les auteurs confirmés, et peuvent libérer du temps pour ça. Et donc, eux vont vraiment... on va avoir 4 ateliers sur l'année, un par trimestre, qui sera vraiment pour eux, pour développer leurs compétences, ces compétences... qu'on doit ajouter à notre cahier des charges personnelles ou à nos métiers quand à un moment donné on est confirmé et qu'on est confronté en fait à d'autres choses qu'on n'avait pas du tout prévues. Les médias bien sûr, mais encore d'autres choses que j'en dirai encore pas plus, vous irez voir. Ah oui, alors c'est palpitant. Alors je précise que comme nous ne sommes pas en direct, ce que tu nous dévoiles au moment où l'épisode sera diffusé, Sera déjà accessible. ce sera déjà accessible. Donc n'hésite pas si tu veux parler du Tout à fait. programme. Alors ces boîtes à outils du vendredi, elles sont vraiment à destination des confirmés. Elles ont pour but de permettre aux auteurs et aux autrices confirmées d'être plus à l'aise dans leur métier d'écrivaine et d'écrivain, dans ce qui l'importe, dans ce qui est, je dirais, marginal à ce métier-là. Donc on aura du média training vidéo avec Zelda Chauvet qui va venir avec une caméra. Comme ça, on peut faire l'exercice qu'on est en train de faire maintenant, mais retravailler son image, son positionnement, la manière dont on s'exprime. On aura un atelier qui est l'écrivaine et l'écrivain et sa prévoyance, parce que ça a une implication assez importante. À un moment donné, quand l'écriture prend de la place, on a tendance à baisser son temps de travail. On n'a pas forcément compensé. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ou on devient indépendant. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas perdre non plus une part de sécurité sociale qui peut être assez... délicate quand on est indépendant. Et dans les milieux culturels, en plus, les revenus sont en dents de scie. Les revenus, c'est pas facile. Non, c'est pas facile et c'est en dents de scie. On aura une écriture de discours avec David Verlaine, qui écrit notamment des discours en Valais pour un certain nombre de politiques, parce que c'est une chose qu'on demande souvent aux écrivains de dire, en fait, toi qui sais écrire, alors voilà, je vois que vous êtes d'accord, est-ce que tu pourrais pas? Et puis l'écriture de discours, c'est quand même particulier. Et puis on en aura un 4e qui est en train de m'échapper. Oui, le fait de pitcher son livre, parce que ça, c'est vraiment une chose qu'on fait mal et souvent, parce qu'on nous dit... Et qu'on doit faire souvent, voilà, effectivement. Ouais. Sur un salon, dans une dédicace, quand on rencontre un journaliste ou une journaliste, et votre livre, il raconte quoi? Et souvent, voilà. Exactement. Voilà. Quand je dis qu'on fait mal, c'est des gens importants. Oui. Ouais. Quand je dis qu'on fait mal, c'est qu'en fait, on l'apprend sur le tas. Oui. Et donc, ça vient avec l'expérience. Et donc, les premiers, oui, c'est désastreux. Enfin, tu n'as pas envie de lire ton truc, en général. Donc, oui, mais puis en plus, je pense qu'avec l'expérience, mais peut-être qu'il y a en effet des techniques aussi. Et puis, en fait, je pense qu'on peut toujours peaufiner. Oui. Tu gagnes cette expérience auprès des autres aussi. C'est ça. Donc, ces rencontres-là, elles peuvent être cruciales. Tu gagnes des années, en fait. Tout à fait. C'est un peu je dirais que c'est le sens c'est vraiment le sens de la MEL. C'est de dire, il y a plein de choses que les confirmés, nous avons appris sur le tas, on s'est débrouillé pour trouver un endroit d'écriture, des habitudes. Ce qu'on voit, c'est que les jeunes écrivaines et écrivains, ils ne sont pas forcément jeunes en âge, mais ceux qui arrivent à l'écriture, celles et ceux qui arrivent à l'écriture maintenant, l'idée c'est de leur faire gagner du temps, gagner de l'expérience, d'avoir un partage d'expérience, on organise une soirée de speed dating qui est très très drôle, où on a des mentors confirmés qui peuvent aller ainsi à la rencontre de mentis qui démarrent. En fait, ça, c'est une idée qui est née parce qu'on a ce programme de mentorat, de bourse
course au mentorat en Valais et il y avait très peu de demandes. Bon, je fais partie du jury parce que je suis membre du Conseil de la culture en Valais et on se disait mais est-ce qu'on est à côté avec ce programme? Et puis en discutant avec des auteurs et autrices confirmées, ils nous ont dit non mais moi je veux bien être mentor, mais comment je le trouve le jeune écrivain? Et ma collègue qui était encore à l'Institut littéraire de Bienne, Morane Format, me disait oui, alors moi j'ai plein d'amis qui sont tout jeunes écrivains, qui disent moi j'aimerais bien avoir un mentor, mais je sais pas comment le trouver. Elle m'a dit bon, on va faire un speed dating. Enfin voilà, et on fait une soirée de speed dating où je fais le dragon du château et je siffle toutes les 8 minutes pour que les gens se déplacent. Avec cette idée que... Est-ce que tu te déguises? Pas encore, mais ça, pourquoi pas. C'est vrai qu'à Monté, on a une forte histoire carnavalesque, donc peut-être ce serait l'occasion que je mette même ma petite crête de dragon. Et puis, ben voilà, on permet cette rencontre. Et c'est cette idée aussi de mélanger avec toujours en ligne. Pour moi, ça me semble essentiel de dire, en fait, à plusieurs, on est plus fort. Donc, si on montre la force de ce terreau littéraire et la diversité, on donne envie, on développe des choses et à un moment donné, en fait, on va aussi, ça va devenir évident qu'on va avoir envie de lire des gens du cru. On espère, parce qu'il y a des pépites à découvrir. Clairement. Ça, c'est certain. Et ce côté partage et... encore une fois, générosité. Et donc, merci. Merci pour la littérature suisse romande. Je pense que tu nous as convaincus. Je pense qu'on va immédiatement demander notre carte de membre. Avec plaisir. Me paraît évident. On arrive tout doucement au bout de la... Je pense qu'on peut conclure. On a fait un joli tour. Peut-être si tu as est-ce que tu as une actualité personnelle littéraire? Pas pour l'instant. Pas tout de suite. Alors, il y a eu en juin la sortie de Jardin d'été qui avait été publié à 7 ans aux éditions Luce Vilquin, Feu Luce Vilquin, à laquelle j'ai une petite pensée, qui est une maison qui s'est arrêtée et la chance d'avoir ouvert avec ce roman qui a été repris par Laurence Mallet des éditions Okama pour ouvrir la collection Okapoche. Donc il y a une nouvelle vie pour Jardin d'été. C'est très surprenant parce que tout d'un coup il y a un nouveau public et ça c'est une belle aventure. Mais ça c'est génial. Ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Et puis sinon il y a un projet qui cherche un éditeur ou une maison d'édition. On verra ce que ça donnera. Magnifique. Merci en tout cas pour tout ce partage, tous ces partages. Un immense merci. C'était passionnant. Et pour ton énergie et pour la mail aussi, parce que de ce que tu nous en as décrit, ça donne vraiment envie, quoi. Oui, alors on vous mettra en lien de l'épisode, comme toujours sur les notes, tous les liens vers les sites internet, le site internet d'Abigail. D'ailleurs, tu as ton site personnel. J'ai un site, oui. Qui est abigailserrand.com. Donc tout attaché. Ouais. Tout attaché. Tout attaché. Et puis, alors décrire ma ville, mais pour l'instant, il n'y a pas d'autres villes, mais au cas où. Pas encore, mais décrire-ma-ville.ch aussi. Alors, sur le coup, sans l'apostrophe, on mais peut pas mettre tout en un. Oui, alors bien sûr. Avec un livre qui paraîtra en novembre, qu'on se réjouit de partager et de vernir normalement le 12 novembre. Très bien. Parfait. Eh bien, un grand merci pour ton accueil. Merci. Et de nous avoir expliqué tout ça. Ça a ouvert, je pense, plein de perspectives aux auditeurs et auditrices de Suisse qui, de toute façon, ne sont pas loin de Montaix. Ce sera le mot de la fin. Vous n'êtes pas loin. Venez. Merci beaucoup et c'était un plaisir de vous recevoir ici à la Melle au château. Merci. Merci. Au revoir. On donne rendez-vous dans 15 jours à nos auditeurs. Au revoir, Cyril. Salut. Un texte, c'est un ruisseau. Par moments, il est très lent. Par moments, il va très fort. Tous les abrutis de marcheurs au pas de la voie que vous êtes devraient lire les livres au lieu de les brûler. Mais vous couchez avec tous vos auteurs, dites-moi. Je ne bosse plus du tout avec des connards.